Respirez lentement. Laissez vos épaules se relâcher. Vous n'avez nulle part où aller en ce moment. Imaginez que vous franchissez une lourde porte en bois et elle s'ouvre doucement. Les gonds ne grincent pas, ils cèdent simplement. Et de l'autre côté, il y a le silence. Pas un silence vide, un silence plein. Celui qui se dépose autour de vous comme un tissu. Vous vous tenez à l'entrée d'une bibliothèque. Pas une bibliothèque moderne, pas de néon ni d'étagères en stratifié. Quelque chose de bien plus ancien. Le sol sous vos pieds est en pierre froide, poli par des siècles de pas discrets. Le plafond est voûté, taillé dans une craie pâle, et la lumière qui vous parvient est ambrée, chaude et basse, née de lampes à huile posées dans de petites niches le long des murs. L'air a une qualité particulière, sec mais pas âpre. Il porte quelque chose, la suggestion légère du papyrus, du bois de cèdre, d'une vieille encre, l'odeur du savoir gardé immobile depuis très longtemps. Vous n'avez besoin de rien toucher. Vous n'avez besoin de rien lire. Restez simplement là un instant et laissez vos yeux s'adapter. La bibliothèque d'Alexandrie est sans doute la bibliothèque la plus célèbre de l'histoire humaine et aussi la plus mystérieuse. Elle se dressait au bord de la Méditerranée, dans la ville égyptienne d'Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand en 331 avant notre ère. Elle n'avait pas été conçue simplement pour stocker des livres, mais comme une sorte de musée de la pensée humaine. Un lieu où les érudits pouvaient se rassembler, débattre, mesurer, traduire et s'émerveiller ensemble. À son apogée, elle aurait pu contenir des centaines de milliers de rouleaux, des copies d'Homère, des traités mathématiques de Grèce, des observations astronomiques de Babylone, des textes médicaux, de la philosophie, de la poésie, de l'histoire, du théâtre, de la géographie. Tout l'univers connu de la pensée humaine, enveloppé dans du lin et rangé dans des coffres en bois appelés armaria. Marchez lentement dans le couloir principal. Remarquez sa longueur. Remarquez que le son de vos pas ne fait pas d'écho. Les murs l'absorbent. Les rayonnages s'élèvent de chaque côté, divisés en sections, chacune marquée d'une petite étiquette peinte. Chaque rouleau porte une languette attachée, un syllabus, une petite bande de parchemin qui indique le nom de l'auteur et le titre. Imaginez que vous en soulevez un. Il ne pèse presque rien.
papyrus est d'un brun doré, pâle. L'écriture à l'intérieur, la main soignée d'un érudit grec, commence sans préambule, comme commencent toutes les choses sérieuses. Quelqu'un a écrit ceci. Quelqu'un s'est assis dans une lumière semblable à celle-ci et a plongé un calame dans un petit encrier d'argile en pensant « Cela vaut la peine d'être consigné ». Voyageons maintenant plus loin vers l'est, plus loin dans le temps. Nous sommes dans l'antique ville assyrienne de Ninive. L'année approximativement est 650 avant notre ère. Nous nous trouvons dans le palais du roi Assurbanipal. Et sous l'une de ses ailes, il y a une bibliothèque sans équivalent à son époque. Ce n'est pas une bibliothèque de papyrus, c'est une bibliothèque d'argile. Les tablettes ici, plus de 30 000, découvertes au 19e siècle et conservées en partie au British Museum, sont faites d'argile dense, cuite. Chacune tient dans le creux d'une main. Certaines ne sont pas plus grandes qu'une carte à jouer. L'écriture pressée dans leur surface est cunéiforme, de petites marques en forme de coin, réalisées avec une calame de roseau taillé, enfoncé à différents angles pour former des mots, des phrases, des textes entiers. Avancez avec précaution ici. Le sol est aussi en argile. Les rayonnages, si l'on peut les appeler ainsi, sont de basses banquettes en pierre. Tout est frais au toucher. Qu'est-ce qu'Assurbanipal conservait ici? L'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes histoires écrites de l'histoire humaine. Des textes d'augures, des relevés astronomiques, des recettes médicales, des incantations, des dictionnaires en quelque sorte, des listes de mots classés par catégorie, par forme, par sens. Il envoyait des érudits à travers son empire pour trouver des textes et les copier. Il écrivait des lettres, certaines ont survécu, exigeant que des scribes d'autres villes lui envoient leurs tablettes rares. Il n'était pas simplement un collectionneur, il savait lire, il en était très fier, à une époque où les rois le faisaient rarement. Il y a quelque chose de touchant dans cela quand on y pense. Un roi qui rassemblait des mots, qui voulait les garder en sécurité. Avançons maintenant à travers les siècles et arrivons dans l'air plus frais de l'Europe médiévale. Un monastère, des murs de pierre à
assez épais pour repousser à la fois le froid et le bruit. Un scriptorium, une longue salle à l'étage supérieur du cloître, où la lumière des fenêtres, haute et étroite, tombe à un angle précis sur les pupitres d'écriture. C'est ici que les livres étaient fabriqués à la main, une page à la fois. Un moine, son nom n'a pas d'importance, il ne le voudrait pas, est assis à son pupitre avant l'aube. Il a passé les derniers jours à préparer ses pages, des feuilles de vélin faites de peau de veau, grattées, étirées et séchées jusqu'à ce qu'elles soient presque translucides. Il règle maintenant la page avec une pointe sèche, laissant de légères lignes à peine visibles pour guider son écriture en ligne droite. Il ouvre son encrier, il lève sa plume, une plume d'oiseau taillée en biais, et il commence. Le son du scriptorium lors d'une journée bien remplie est très particulier. Personne ne parle. La règle du silence est observée absolument ici. Ce qu'on entend à la place, c'est le grattement des plumes sur la peau, un son discret, rythmique, régulier, comme la pluie sur un toit, mais plus doux. La bibliothèque attenante à ce scriptorium contient peut-être 300 livres. Ce serait une collection énorme pour l'époque. Ils sont enchaînés à leur rayonnage, non pas pour empêcher la lecture, mais pour éviter toute perte. Quiconque peut venir et lire. La chaîne est simplement assez longue pour permettre d'ouvrir un livre sur le pupitre à côté de l'étagère. Les livres sentent le bois et le cuir et quelque chose de minéral. L'encre de noix de Galles, ferreuse, absorbée dans les pages. Ouvrez-en un et l'odeur vous atteint avant même les mots. Il y a quelque chose que ces bibliothèques ont toutes en commun, à travers leurs siècles et leurs continents, que l'on manque facilement si l'on va trop vite. Elles ont chacune été construites sur une sorte de foi, pas nécessairement une foi religieuse, bien que ce soit parfois le cas aussi, mais la foi dans l'idée que l'avenir viendrait, que quelqu'un, un jour, voudrait lire ceci, que l'effort de consigner, tailler le calame, presser l'argile, tracer la plume, valait la peine d'être fait parce que les mots survivraient à celui qui les avait créés. Un scribe babylonien pressant un récit de déluge dans de l'argile fraîche n'avait aucun moyen de savoir que sa tablette serait lue à Londres 3000 ans plus tard. Le moine, copiant un évangile à la lueur d'une bougie, ne savait pas que son travail survivrait à l'incendie de la bibliothèque
à l'effondrement du monastère, à la dissolution de son ordre. Ils l'ont fait quand même. Il y a quelque chose de très paisible dans cela. Restez encore un peu dans cet espace. Vous êtes de retour dans la lumière ambrée, la bibliothèque de votre choix, peut-être les colonnes d'Alexandrie, larges et blanches, peut-être les fraîches étagères d'argile de Ninive, peut-être la lumière du cloître tombant de biais à travers une fenêtre de scriptorium. Où que vous soyez, la salle est silencieuse autour de vous. Le poids des rouleaux sur leur rainage, les petites étiquettes identifiant leur contenu, le léger son de votre propre respiration qui entre et qui sort, régulière, sans se presser. Rien ne vous est demandé ici. Vous n'avez besoin de rien lire. Vous n'avez besoin de rien retenir. Vous êtes simplement présent dans un endroit où les choses ont été gardées en sécurité depuis très longtemps. Cela suffit. Laissez votre regard se détendre. Laissez vos mains reposer là où elles se sont posées. Les lampes brûlent d'une flamme régulière et patiente, sans se hâter faire quoi que ce soit. La pierre est froide et permanente sous vos pieds. Vous pouvez rester ici aussi